Hola les signes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureuses, heureux de l'été que vous avez passé. Et les énergies de la rentrée me donnent envie de parler aujourd'hui d'un phénomène que j'ai souvent vu se produire chez des personnes autour de moi, que peuvent me raconter des personnes que j'accompagne, et puis que moi-même j'ai vécu maintes et maintes fois, et que j'ai fini par appeler le syndrome de l'opossum. Pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, je suis Odette Famser et j'accompagne les personnes à se libérer de l'emprise que peuvent avoir les mémoires traumatiques sur leur comportement, sur leurs émotions, sur leurs relations et tout l'impact que ça peut avoir dans leur vie, dans la matière de leur vie. Et pour ce faire, j'adore me référer au conte Le vilain petit canard parce que j'ai eu à un moment donné une sorte de grande révélation avec une chose qui est tellement simple, sur laquelle on prête pas forcément toute l'attention que ça requiert. Et c'est devenu le nom de mon podcast. Le vilain petit canard n'existe pas. Tout le long du conte, il est question d'un vilain petit canard et de tout ce qui lui arrive de rude et de tout ce qui transite. À un moment donné de l'histoire, le vilain petit canard aperçoit des cygnes sur un lac et puis il est hyper admiratif, hyper attiré par leur énergie. Il aimerait tellement être accueilli par cette tribu. Et il a l'impression que c'est impossible. Il s'est déjà tellement mangé de porte, tellement cassé la gueule qu'il n'ose pas du tout y aller. Et puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, il s'aperçoive en voyant son reflet, son visage dans le reflet du lac, que il est comme eux, il est un cygne aussi. En fait, il a grandi et donc sa couleur a changé, son corps s'est déployé et il est un cygne. Et on pourrait avoir une sorte de raccourci, genre c'était un vilain petit canard et puis il est devenu un cygne. Genre, c'était une version pas tout à fait aboutie, honorable. Il avait pas trop beaucoup de valeur. Il était pas tout à fait fini. Il était pas comme il faut. Et puis, il est devenu comme on doit être. Il est devenu une version plus de lui-même. Il est devenu mieux. C'est pas ça. En fait, il a toujours été un cygne. Il a toujours été un cygne depuis le début. Et c'est pour moi exactement la même chose lorsque je vois quelqu'un qui est empêtré dans ses tourments et qui est avec un blocage hyper fort dans sa vie, quelqu'un qui n'arrive pas à passer à l'action pour changer telle situation, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, quel que soit ce qui empêche quelqu'un d'être en train de vivre la vie qu'il fait kiffer, d'être en train d'exprimer la vie qu'il traverse, d'être en train d'exprimer sa nature véritable, d'être en train d'être un signe, le signe unique qu'il est. À chaque fois que je vois quelqu'un qui empêche ça, je me dis ok, c'est juste un signe qui est empêtré dans l'illusion qu'il est un vilain petit canard. Il est encore en train de croire ça. C'est ce que j'appelle l'identité du trauma. C'est ô combien les étiquettes qu'on a pu recevoir de l'extérieur, ô combien les marques, les empreintes des différentes expériences traumatiques qu'on a pu vivre depuis l'enfance laissent une programmation
des croyances installent des autoroutes neuronales qui nous font agir d'une certaine manière, qui créent des schémas répétitifs, etc., 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 qui ont une puissance énorme, qui peuvent tenir les rênes de la vie de quelqu'un, et qu'on pourrait croire que c'est foutu, qu'on est complètement un cas désespéré, je sais pas quoi. Waouh, comment ça change la donne de faire juste un dézoom, de faire juste un pas en arrière et de soudain comme ouvrir les yeux et réaliser en fait exactement comme le vilain petit canard n'a jamais été un vilain petit canard, il a toujours été un signe. Tous les trucs qu'on a projetés sur lui, c'était des illusions. C'était comme du bullshit, comme on dit. Et en fait, c'est exactement pareil pour moi. Oh, en fait, je n'ai pas à faire je ne sais quel truc pour devenir plus comme il faut, ou je suis pas foutue parce que ma vie a été comme ci, comme ça, et que mon histoire est faite d'un tas de trucs atroces, que je suis avec des casseroles, que je pourrais en ouvrir un magasin. C'est pas parce que tout ça que je suis foutue. En fait, tout ça, c'est la résultante, la résonance de une sorte de croyance racine complètement illusoire, en dessous de laquelle mon essence véritable, ma nature véritable, mon âme, puis la vie qui me traverse et qui s'exprime en moi avec sa manière unique, et donc que moi j'appelle le signe, et bien c'est toujours là, c'est intact, et ça ne demande que ça, genre ça veut pousser les murs quoi. Bon, alors maintenant, le syndrome de l'opossum. Vous l'aurez compris, si vous regardez les titres de mes épisodes précédents, j'aime énormément les images. Je trouve ça hyper parlant d'utiliser une image pour pouvoir expliquer quelque chose. Et je sais pas si vous connaissez ça, un opossum, une sorte de petit animal. En vrai, j'y connais pas grand chose. Je sais pas si c'est de la famille des singes, des rongeurs, ratons laveurs. J'aurais peut-être dû me renseigner un peu plus avant de faire ça, mais ce qui est hyper parlant chez l'opossum, c'est que c'est un animal qui a quand même des mécanismes de défense de compète. Quand il a peur, il se couche, il tourne en arrière, il se couche et il dort. Et est-ce que c'est la meilleure stratégie pour éviter de se faire attraper? Je sais pas. J'imagine que si son système nerveux et son système reptilien utilisent cette manière-là, c'est probablement que ça a dû marcher. En tout cas, quand il se sent en danger, il a un tel niveau de freeze que genre je disparais. Et j'ai donc souvent observé ça, soit chez moi, soit chez d'autres, à des moments où il y a un gros défi relationnel, quelque chose qui vient vraiment nous chercher, nous stimuler, au moment où on est en train d'échanger avec quelqu'un, quand il y a un sujet un peu délicat à aborder, ou quand on a quelque chose d'hyper important à faire, soit au niveau administratif, soit enregistrer une vidéo, soit que sais-je. Mais
quelque chose qui est vraiment un défi pour nous, il arrive, et je ne sais pas si ça vous parle à vous aussi, que se manifeste, que jaillisse une sorte d'énorme envie de dormir, un peu soudaine et très forte, comme irrésistible, une envie d'aller faire une grosse sieste. Et parfois, il peut y avoir une sorte de petit mal de tête, ou en tout cas, cette sorte de sommeil de plomb là qui arrive. Et c'est comme une impression que c'est plus fort que nous. Et puis on y va, et puis on dort profondément. Et on est reposé, on est comme régénéré, genre ah ça va mieux et tout. Et puis, genre, on continue les autres choses de la vie qui étaient prévues, etc. Et cette chose spécifique qu'on avait à faire, qui était vraiment essentielle à accomplir, comme par hasard, c'est reporté à plus tard. Genre, l'air de rien. Attention, quand il se passe quelque chose comme ça, c'est un super signe, que là, c'est pas vraiment le signe qui est aux commandes et qu'il y a le mode vilain petit canard qui s'est enclenché, à savoir l'identité du trauma là, qui est en train d'avoir la télécommande du vaisseau. Donc attention, je suis pas du tout en train de dire que c'est pas une bonne idée de dormir, d'aller se reposer et qu'il faut pas faire de sieste. Non. Pas du tout, je suis pas en train de parler de ça. Évidemment que le sommeil et un sommeil de qualité est hyper important. Je parle de... Il y a vraiment comme une distinction entre aller dormir parce que c'est la nuit ou parce que c'est la sieste et que c'est le moment où voilà, le corps n'a plus d'énergie, puis d'aller le régénérer et c'est tranquille, il n'y a pas de situation particulière, c'est fluide, c'est comme, je sais pas, équilibré. Là, je parle d'un appel au sommeil intensif qui évoque beaucoup le mécanisme de défense reptilien dont je parlais plus tôt et qui peut être un piège intéressant à identifier pour au moins avoir le choix de ce que je vais faire de ça. Est-ce que je choisis genre d'aller dormir et de laisser le processus se faire, ou est-ce que je choisis d'y répondre autrement? La conséquence ici, c'est que, bien entendu, dans une temporalité immédiate, cette session de repos m'a fait du bien. Il y a eu toute une période lorsque j'allais passer la journée du dimanche chez ma grand-mère paternelle avec mon père. Après le repas du midi, pendant plusieurs années, j'allais me coucher, j'allais me coucher pour faire la sieste. Je sais pas, il était, mettons, 14h30, 15h. Et je me réveillais peut-être à 18h, parfois 19h. Et j'avais tracé comme ça. Et à chaque fois, quand je descendais, je disais « Ouais, il est déjà cette heure-là ». Et ma grand-mère, elle me disait « Bah, c'est que t'en avais besoin ». Et oui, bien sûr. Et c'est vrai, en partie c'est vrai. J'en avais besoin parce que j'avais un système nerveux et toute ma psyché et tout mon monde émotionnel qui était tellement saturé, tellement désorganisé, qui criait au secours, qui était comme cramé, et en même temps le mot qui me vient c'est gelé, que c'est vrai que sur un plan physique, physiologique, j'avais à me reposer. Sauf que si on laisse juste ça se faire,
c'est comme si on continue de laisser faire les circonstances actuelles qui ont créé ce tel niveau de fatigue et ce tel besoin de fuir. C'était comme dormir pour éteindre, pour m'éteindre, pour endormir. Tout un tas de choses qui pouvaient hurler en moi et qui n'avaient aucun espace autour pour pouvoir être accueilli, vu, mesuré. C'était le signe qu'il y avait tellement de dysfonctionnement dans la vie qui était la mienne à ce moment-là. C'était le signe qu'il y avait besoin de tellement de soutien et puis de soins et puis d'actions concrètes et qui aurait permis de retrouver une base sécure qui permet, si on est un peu fatigué un dimanche après-midi, de faire une sieste de, 20 minutes et après d'aller vivre sa life, non ? Et c'est ça ici, vraiment l'attention, c'est que ces moments où la vague énorme de fatigue et de « oh, je peux pas faire autrement qu'aller dormir », à voir ce qu'on en fait, parce que pendant qu'on est en train de dormir et puis après de se réveiller et de pas s'occuper du truc, en fait on est en train d'une certaine manière de se laisser tomber, d'abandonner un aspect de notre être et des aspects de notre vie qui appellent au contraire à ce qu'on se réveille et à ce qu'on ose se laisser traverser par l'expérience, à ce qu'on ose être traversé par de l'inconfort et un pas après l'autre, transformer la situation pour pouvoir vivre sa vie de cygne, ne pas avoir à encore et encore et encore à endormir tout le précieux de notre être à cause d'illusions de départ qu'on peut absolument libérer et transformer en autre chose. Ça me fait penser à cette citation de Sartre. Je sais plus exactement tout bien la manière dont il le dit, mais en gros c'est « Qu'est-ce que je fais de ce qu'on a fait de moi ? Qu'est-ce que tu fais de ce qu'on a fait de toi ?» Si tu pars dormir, bien sûr que à un endroit, tu prends soin de toi et au moins tu régénères des énergies qui ont été trop sollicitées ou à mauvais escient. L'opossum, quand il tombe et puis qu'il fait le mort et puis qu'il dort, bien sûr qu'il répond à un appel de tout son système qui est là pour le protéger à la base. Et en même temps, s'il y a un tigre ou je ne sais quelle grosse bête qui passe à côté, c'est quand même sacrément encore plus facile, non, au final, d'aller le bouffer. Et c'est un peu la même chose pour la matière de la vie. Pendant qu'on est endormi, on n'est pas en train de s'occuper de venir défaire, de venir bouffer la situation extérieure là qui est merdique, qui ne peut pas continuer comme ça et qui requiert notre présence, notre éveil, notre énergie, notre lucidité, notre souveraineté, notre puissance, notre feu sacré, comme au service de notre existence et pas en train de la laisser en plan. Je serais vraiment curieuse de savoir comment ça vous parle, comment ça résonne pour vous cette histoire-là d'opossum,
de fatigue immense qui nous tombe dessus? Est-ce que vous avez des expériences ici à partager? Avec joie de les lire en commentaire. Si vous pensez que ça peut contribuer pour quelqu'un de votre entourage, je vous invite à partager la vidéo autour de vous, à liker, etc. Tous ces petits gestes contribuent beaucoup pour augmenter mes chances que ce que j'offre puisse être vu du plus grand nombre. Et puis, si vous avez envie d'en savoir plus sur les accompagnements que je propose ou de vous inscrire, etc., eh bien, toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Reposez-vous bien et réveillez-vous bien.